Ben, en fait, je suis une défenderesse des droits des peuples autochtones, ça c'est sûr. On parle pas du droit comme la loi, là, comme moi je parle vraiment, tu sais, par exemple, tu sais, je vois de l'injustice, ça me rend, tu sais, vraiment là, j'ai le goût de me battre là. Tu sais, je l'ai dit à un moment donné à quelqu'un, tu sais, le racisme, la discrimination, toutes ces choses-là. Puis au festival, c'est d'ailleurs une autre raison, tu sais, faut se battre contre ça, faut continuer, faut jamais lâcher, tu sais. Puis c'est sûr, c'est comme la neige en hiver, là, il va toujours en avoir, tu sais. Malheureusement, on a beau l'enlever, elle revient, tu sais. Bienvenue dans la deuxième saison de 100 mètres, le podcast où on parle du droit autrement. Ici, pas de robe, pas de titre pompeux, juste des humains qui réfléchissent, qui racontent et surtout qui se remettent en question. Aujourd'hui à 100 mètres, on reçoit Mélanie Vincent, membre de la communauté Huron-Wendat, entrepreneure, formatrice à l'École des dirigeants des Premières Nations et fondatrice du Festival Coué. Son parcours est tout à fait unique. Du droit à la communication, de l'ONU à l'entrepreneuriat culturel, elle a toujours mis son énergie au service du rayonnement des droits des Premières Nations. Bienvenue, Mélanie. Mélanie Vincent, super contente de te recevoir sur notre podcast. Comment tu te sens, stressée un petit peu? Ben oui, écoute, non, pas du tout. Au contraire, je me sens bien détendue parce que je pense que c'est rare que je vais devoir parler peut-être de moi et de ce que j'ai fait ou ce que je fais. Mais en même temps, je trouve que c'est une belle conversation à avoir avec toi. Puis je suis très heureuse d'être là ce matin. Ben on est super excités de t'accueillir à 100 mètres parce que, bon, de un, ta réputation te précède. Également, bon, on a reçu beaucoup de positifs et de recommandations de t'inviter là, de la part de plusieurs anciens invités également et collaborateurs là, de Legal Census, mais aussi parce que tu as un parcours qui touche tellement, mais tellement de volets de sphères du droit. Donc, tu as étudié un an en droit, comme on l'a mentionné dans l'introduction. Également, bon, tu t'impliques énormément auprès des différentes communautés et peuples autochtones. Tu es entrepreneur. Bref, vraiment une femme à de multiples chapeaux, là, comme on le dit si bien en bon français. Et justement, ma première question va toucher un peu le droit. Oui. Mais bon, tu as étudié un an en droit. Une session. Une session. Une session en droit, tu as décidé de quitter le droit par la suite. Pourquoi et qu'est-ce qui t'a déçu de l'univers du droit? Ben, en fait, c'est pas tant... quand t'es jeune, tu sais, j'avais 19 ans là, quand je suis rentrée à l'université. Moi, mon rêve, c'était d'être criminologue. Bon. Okay. Et là, le cours d'université se donnait seulement à l'Université de Montréal. Moi, de Wendake, je voulais pas déménager à Montréal. Je voulais pas quitter ma famille ni ma communauté. Alors, j'ai décidé de faire autre chose et de renoncer un peu à ce rêve-là que j'avais, si on veut. Et je me suis dit, tiens, je vais être avocate au criminel. Bon, ça se ressemble un peu, tu sais, fait que je me suis, tu sais, mis ça dans la tête. Alors, je me suis inscrite à l'université en droit et j'ai fait une session à l'université Laval, mais j'ai comme pas vraiment aimé ça. Puis parce que ça focusait sur beaucoup d'autres choses que sur le droit criminel. Tu sais, on s'entend que il y a d'autres volets au droit puis tout ça. Puis moi, je m'étais dit, non, moi je veux aller direct au but. Puis je me sentais pas à ma place finalement. Mais c'est clair que après une session, en fait, j'ai pas ouvert un livre. Je m'en rappelle très bien. Mais j'ai eu C dans tous mes cours. Fait que heureusement, je les ai passés. Puis après, j'ai changé. Je suis allée en communication. Puis j'ai adoré ça. Hey, c'est impressionnant quand même, ne pas ouvrir un seul livre et passer quand même en droit, là, c'est quand même quelque chose. Et comment tu as trouvé l'accueil pour la communauté juridique? Donc, quelqu'un qui habitait à Wendake, là ensuite qui déménage, j'imagine, à Québec, loin de son milieu. Comment tu as vécu le changement? Ben, Wendake puis l'Université Laval, c'est vraiment à côté. Là. Dans le fond, je restais toujours dans ma communauté. Mais comme la communauté était assez impressionnante, hein, on rentre à l'université, il y a 300 étudiants dans les classes, là, je veux dire, dans certains cours, là, c'était pas quand tu commences dans la première session, je me sentais un peu wow, tu sais, c'est gros, tu sais, c'est gros, puis je connais personne, hein. Il y avait un peu d'aide là pour les étudiants. Je pense qu'il y a quand même, ça fait tellement longtemps qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a de l'aide pour les étudiants qui embarquent dans des études universitaires. Il y a même des centres, disons, d'accueil pour les personnes d'origine autochtone qui veulent étudier à l'université. Certaines universités
universités ont mis en place des salles ou enfin des programmes ou des projets, des activités. Mais moi, à mon époque, il n'y en avait pas. Alors, c'était un petit peu plus spécial, si on veut. Mais comme tout nouvel étudiant, j'imagine qu'il s'adapte à un nouveau milieu. C'est toi qui les as lancés, ces programmes-là, par la suite, ou non? Non, pas vraiment. J'ai plutôt continué mes études et puis quand j'ai terminé mon bac multidisciplinaire, en fait, j'ai fait la mineure en communication publique. J'ai pris des cours de langue. Je voulais apprendre toutes les langues. Tu sais, j'ai pris un certificat en langue espagnole. J'ai pris des cours d'arabe, des cours d'allemand. Je voulais apprendre beaucoup de langues pour pouvoir être capable de converser avec beaucoup de monde. Et c'est ça qui m'a intéressée. Donc, j'ai terminé mes études j'ai fait un bac multidisciplinaire qui a pris 4 ans parce que j'ai fait une année additionnelle pour apprendre l'espagnol, justement. Et j'allais accoucher de mon garçon. J'étais enceinte de 6 mois quand j'ai terminé ce bac-là. Donc, wow. Ça a changé ça aussi, mon parcours un petit peu parce que il fallait aussi que je joue mon rôle de maman à la maison à l'âge de 22 ans. Hey, c'est vraiment impressionnant. Moi, écoute, la seule chose que Duolingo m'a apprise, là, c'est Yo como una manzana. C'est la seule chose. That's it. Ça n'a aucun rapport, OK, mais c'est ce que je me souviens. Fait qu'il fallait que je le dise. C'est niaiseux, mais il fallait que je le dise. C'est fait, c'est dit. Exact. Parles-tu couramment espagnol maintenant? Oui, quand même. Oui. Okay. Je l'ai pas perdu. À chaque fois que je vais dans un pays où est-ce qu'on peut parler en espagnol, je me fais un devoir de pratiquer puis de vraiment me forcer parce que je l'ai bien appris, en fait. C'est que lorsqu'on l'apprend bien avec la bonne manière à l'université, avec l'École des langues vivantes de l'Université Laval, d'ailleurs, que j'ai adoré étudier là, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Alors, ça fait quoi? Depuis 1998, j'ai gradué. Fait que depuis ce temps-là, puis à chaque fois, ça revient rapidement, là, puis je peux converser très facilement. Super cool. Et on sait que maintenant, bon, tu es entrepreneur, ton propre compte. Est-ce que tu rêvais déjà à ton indépendance professionnelle, à une certaine liberté? J'ai toujours rêvé à ça. Je suis une personne assez, j'avais des objectifs et je me suis dit éventuellement, je veux être le patron. Je veux être mon propre patron. Et pour ce faire, par contre, on peut pas non plus arriver là comme sans expérience, puis sans avoir pris connaissance du milieu du travail, puis d'avoir eu de l'expérience un peu. Fait que j'étais consciente de ça. Mais j'avais toujours l'objectif de un jour partir à mon compte, comme on dit, et pouvoir être autonome. Et je l'ai fait à l'âge de 32 ans. Donc, 10 ans après que mon garçon soit né. Puis j'ai travaillé pour des organisations des peuples autochtones, notamment la Commission de la santé, services sociaux des Premières Nations Québec-Labrador, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador aussi, avec qui j'ai continué à travailler comme travailleur autonome aussi pendant plusieurs années, jusqu'en 2021, en fait. Donc, toute cette expérience-là, toujours axée toutefois, tous les emplois que j'ai occupés, là, c'était vraiment axé sur les droits des peuples autochtones d'une certaine manière, les réalités. Et puis la défense de nos droits collectifs. Alors, donc, c'est là que j'ai puisé quand même beaucoup d'expérience pour pouvoir ensuite dire, OK, je peux m'en aller à mon compte puis prendre des contrats là, comme consultante, en fait, en dossier autochtone. Et ça depuis 2017, 2007. Hey, ça fait un bout de temps. Ça fait 18 ans aujourd'hui. Hey, wow! Bon anniversaire de 18 ans. Je suis devenue un adulte entrepreneur. C'est ça. Ta carrière entrepreneur peut prendre une bière aujourd'hui. Voilà. Juste de l'eau, là, mais ça va faire la job pareil. Mais justement, j'ai vu sur ton LinkedIn que tu avais aussi étudié à l'Université d'Arizona. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Mon fameux rêve qui m'a toujours hanté de devenir criminologue un jour. Fait que là, quand mon garçon est devenu plus vieux, tout ça, puis la vie va bien, je travaille, je suis à mon compte, j'ai de la liberté de faire un petit peu, arranger mon horaire. Fait que je me suis dit, pourquoi ce vieux rêve-là, je veux le réaliser, je veux faire mes études de criminologie. Et je me suis informée au niveau de plusieurs universités qui donnaient des cours en ligne parce que je pouvais pas aller physiquement à temps plein à l'université. Là, je travaille, j'ai des clients, j'ai ma compagnie, mais je me suis dit, je vais le faire à temps partiel en ligne si ça existe. Alors, je vérifie tout ça, je regarde, je vois l'Université de Phoenix qui donne des cours en ligne, qui donne le bac en criminologie et qui est valide au Canada. Mais c'est en anglais.
Ouais. Mais moi, je suis quand même pas pire bilingue, tu sais, à ce moment-là, en 2005 à peu près, ouais. Alors bref, je regarde tout ça, j'appelle, je m'informe, on me dit, ben non, Mélanie, vous avez pas besoin de faire un bac, vous pouvez faire une maîtrise. Parce que j'avais déjà un bac. Oui, mais j'ai pas fait le bac en criminaux. Alors pourquoi Ouais, mais il dit, on a une maîtrise qui s'appelle Administration de la justice criminelle et de la sécurité. C'est une maîtrise qu'ils ont mis sur pied suite au 11 septembre. OK. Bon, alors bref, pour que les gens qui travaillent dans le milieu de la sécurité publique ou dans d'autres milieux associés à la sécurité, eh bien, puissent avoir un plus, si on veut. C'est une maîtrise quand même de 72 crédits, ce qui est assez long. Ouais. Alors, je me suis inscrite, j'ai fait un test d'anglais, j'ai eu 94, j'étais contente parce que dans le fond, les 4 ans qui ont suivi, j'ai fait mes cours à temps partiel. Évidemment, je me concentrais vraiment, mettons, le dimanche. Bon, je faisais tous les travaux. Puis bon, puis à cette époque-là, là, il y avait Internet. Oui, on avait Internet là, en 2005 à 2009, là, mais on n'avait pas tous les accès là, qu'on a aujourd'hui. On avait quand même une bibliothèque en ligne pour avoir accès à tous les articles scientifiques, etc., les sources d'informations pour produire tout ce qu'on devait produire. Puis, moi, j'étais la seule qui parlait, dont la seconde langue était l'anglais. Donc, il y avait cette difficulté-là additionnelle, mais de mon côté, ça m'a pas arrêté. J'ai vraiment fait à 100% cette maîtrise-là. J'étais bien fière. Je suis allée d'ailleurs chercher mon diplôme, la collation des grades là-bas, à Phoenix, en Arizona, avec ma famille, mon fils, en 2009. Wow, c'est la première fois que tu arrivais à Phoenix, dans le fond. Oui. Oui, Wow. C'est la première fois, puis j'étais vraiment fière. Puis j'ai pas fait ça, cette maîtrise-là, pour me... C'est une corde de plus à mon arc, évidemment, là, tu sais, les situations de crise, des choses comme ça. Bon, oui, mais sur le terrain, il y a de la théorie, puis il faut aussi avoir de l'expérience dans ce genre de travail-là, parce qu'il y a quand même une expérience terrain qui est importante, mais moi, c'était plutôt théorique, si on veut, vu que je travaille pas dans le domaine de la sécurité non plus, là. Cela dit, ça m'a quand même nourri beaucoup sur le plan de plusieurs choses. On parlait beaucoup de communication, hein. Quand on parle de crise, quand on parle de sécurité, il y a de la communication, il y a toutes sortes de cybersécurité. On parlait de plein de sujets et puis qui peuvent s'appliquer aussi dans des communautés autochtones. Par exemple, lorsqu'on parle de langue, lorsqu'il y a des situations de crise, des situations d'urgence, les gens qui parlent pas le français ou l'anglais, il faut s'en occuper. T'sais, donc, il y a toutes des choses, des notions comme ça que j'ai retenues vraiment puis qui peuvent s'appliquer dans mon quotidien, dans mon travail. Donc, ce qui fait que j'étais bien fière de pouvoir avoir ça, mais c'était pas nécessaire dans ma carrière non plus. Mais ça nourrit mon besoin que j'avais de pouvoir réaliser mon rêve d'avoir mon diplôme en criminologie d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai réalisé. Voilà. Ah, ben, c'est très cool. Puis moi, la question que je me posais en écrivant cette introduction, je me rendais compte que, ouais, il y en a pas mal à dire. Pas mal de stock quand même, là, tu sais. Quand tu penses à un 5 à 7, puis tu te présentes à quelqu'un qui te connaît pas, tu te présentes comment? Bon, là, d'abord, je fais une pause, puis je dis, ça arrive souvent en me passant à dire, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais? Je fais, bon, en gros, je fais 2 choses, OK? Puis mais aujourd'hui, je donne le portrait actuellement. C'est que j'ai fondé le festival Coué à la rencontre des peuples autochtones en 2017. Et donc, depuis ce temps, OK, aujourd'hui, rendu pratiquement, bon, pas 10 ans plus tard, mais presque, je m'occupe à 50% du temps, je m'occupe de l'organisation Coué à la rencontre des peuples autochtones, dont l'événement phare est le festival annuel à Québec. L'autre moitié du temps, c'est ce que je dis aux gens, je suis consultante en dossier autochtone. Ce que je fais, puis là, je donne des exemples. Par exemple, j'ai des clients qui me demandent de leur faire un plan stratégique, et c'est toutes des organisations des peuples autochtones. Actuellement, j'explique un petit peu certains mandats que j'ai. Comme en ce moment, je suis agente de liaison nommée pour informer les communautés au Québec par rapport à un recours collectif ou une entente de règlement sur les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Donc, j'informe les gens du processus de réclamation associé à ça. Tu sais, donc j'ai des mandats comme ça. Je travaille avec les communautés de la Nation Innu, par exemple, dans toute leur démarche d'autonomie et de collective pour en venir à des discussions avec divers partenaires qui permettent
remettrait à la Nation, qui s'est créé un secrétariat, bien, j'accompagne techniquement le secrétariat de la Nation Innu, par exemple. Pour ma Nation, ben, je travaille sur un mandat pour m'assurer, par exemple, qu'on mène à bon port le dossier d'une révision d'un code électoral. Donc, moi, j'accompagne, puis je suis une personne très organisée. Donc, tu sais, quand il arrive des étapes à mettre en place, des plans, c'est un peu ça ma force, c'est-à-dire de pouvoir dire, on avance, voici le plan et on atterrit, là, tu sais. Puis même jusqu'à tout récemment, justement, ma Nation me demandait de faire monter tout le cahier de candidature pour un championnat autochtone de hockey national que la communauté pourrait accueillir dans 2 ans. Donc, pour tout monter le dossier de candidature, s'assurer que tout est là, puis écrire. J'écris beaucoup aussi, je fais beaucoup de rédaction. Alors, c'est un peu ça que je donne comme exemple. Quand j'essaye d'expliquer ce que je fais dans la vie, puis je suis consultante. J'ai été longtemps aussi, là, évidemment, comme je disais, comme travailleur autonome, mais ça faisait partie de mes clients. C'est l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. J'ai été l'adjointe politique de Ghislain Picard à l'Assemblée pendant 14 ans. Wow. Donc, j'ai abandonné, c'est pas abandonné parce que j'ai encore ça sur mon cœur. J'adorais faire ce travail. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait que je fasse des choix en 2021 parce que tout s'accumule, le festival grossissait, donc tu sais, j'ai fait le choix de ne plus travailler comme adjointe du chef Picard à l'époque, mais j'ai toujours beaucoup de respect évidemment pour l'Assemblée, puis je m'ennuie des fois de ce travail-là. C'est un travail très politique, c'est-à-dire accompagner le chef, s'occuper de ses entrevues, s'occuper de lui. Là, finalement, tout ce qui est un politicien, c'est que la personne derrière qui se fait son agenda, c'est tout ce qui entourait sa tâche finalement. Eh bien, derrière, je m'en occupais. Tu sais, donc c'était vraiment un travail d'organisation. Beaucoup, comme je disais, hein, j'aime bien être très organisée, dirigée, tout ça. Donc ça rentrait vraiment dans ce que j'aime faire. Tu es aussi formatrice à l'école des dirigeants des Premières Nations, je me trompe pas. Là. Oui. Fait que, qu'est-ce que tu offres comme conseil? Ça rentre-tu dans ces 2 rôles-là? Écoute, il y a deux cohortes pour lesquelles on m'a sollicité. Et c'est toujours un duo qui donne chacun des cours là, qu'on donne ou les formations. Moi, il y a la cohorte leadership féminine autochtone. Et la cohorte des gestionnaires Premières Nations. Donc, c'est des personnes qui, par exemple, occupent des postes de direction dans les communautés ou les organisations des Premières Nations et le cours, ou en fait, dans la cohorte leadership au féminin, on parle beaucoup de relations publiques, de parler en public, les communications publiques comme ça, donc d'essayer de donner des outils aux femmes de la cohorte pour comment parler en public, comment être à l'aise, qu'est-ce que c'est les médias, comment réagir auprès des journalistes, des choses. Donc, pour s'habituer un petit peu plus aux relations publiques. Et l'autre côté, c'est le côté des gestionnaires. Là, c'est vraiment les communications plus internes et externes avec leur communauté ou leurs clients. Donc là, c'est vraiment des notions. Évidemment, on parle de relations publiques, on parle de situations de crise, on parle de plusieurs choses. Donc, les médias sociaux, par exemple, les réseaux sociaux, comment gérer ça, qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire en tant que vos employés, comment vous devez gérer ça. Donc, on parle beaucoup de ces contenus-là. Donc, c'est vraiment les 2 cohortes dans lesquelles je suis impliquée depuis au moins 2 ou 3 ans, presque maintenant, je pense. Puis je continue même l'année prochaine. On a des cohortes qui sont prévues, puis j'adore faire ça parce que c'est mettre en pratique ou expliquer, au moins donner au suivant un petit peu l'expérience avec le temps que j'ai pu accumuler. Et je suis très fière de le faire. Puis comme je disais, on est toujours 2 personnes. Quelqu'un des Premières Nations, en l'occurrence moi, là, pour les 2 cohortes, puis quelqu'un d'autre qui est non autochtone. En tout cas, dans les cohortes pour lesquelles moi je suis impliquée. Puis c'est des gens de grande expérience. Fait que c'est très agréable de donner ce cours-là à 2. Puis on a souvent là, vraiment du plaisir aussi avec les apprenants. Je pense que je pourrais résumer ce que tu viens de nous dire là, comme réponse aux dernières questions, comme tu fais bouger les choses. Oui. T'es quelqu'un d'action qui fait bouger les choses dans la bonne direction. Fait que oui, t'es une entrepreneur puis une vraie de vraie. Ben moi, ça c'est sûr. Quand ça avance pas, c'est sûr que faut que je trouve de quoi qui va avancer parce qu'il faut atterrir quelque part. Tu sais, j'aime bien entreprendre quelque chose, le monter puis le mettre à terme, puis en prendre un autre, puis un autre. Donc tu sais, c'est vraiment oui, t'as raison quand tu dis ça. Je suis vraiment quelqu'un. J'aime bien achever les choses puis les mener à bon port. Donc puis bâtir des affaires aussi de zéro, d'une idée qui part de zéro. Puis tu me dis OK Mélanie, pour moi je prends ça comme un défi à chaque fois, tu sais.
Puis je me donne vraiment un plan de match, tu sais. Alors que ce soit le plus petit des dossiers jusqu'au plus gros, c'est ça que je fais. Puis j'aime bien aussi que les choses soient faites de façon avec beaucoup de qualité, tu sais. Je veux dire, c'est une réputation qu'on a comme entrepreneur, puis il faut la maintenir. Puis moi, je pense que les gens me connaissent comme étant une personne fiable, une personne qui achève les choses, puis qui les mène à bon port et de façon avec de la qualité. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi. Il faut faire. Quand on est en affaires, il faut s'occuper de ses clients. Puis mes clients, ce sont mes patrons. Et dans le fond, là, t'es un train, puis qu'on embarque pas, toi, tu fonces, puis il continue. Là. C'est impossible d'arrêter parce qu'il n'y a pas de frein, ce train-là. Non, c'est ça. Puis j'ai passé toute ma vie pour faire tout ce que je voudrais faire, mais c'est comme ça. J'ai toujours des projets à gauche puis à droite, mais tu sais, il faut être réaliste aussi. Hein. Je suis une personne quand même assez réaliste aussi. Il faut être terre à terre un peu, puis voir les choses venir, essayer de voir les choses d'avance aussi. Puis il y a comme un sixième sens. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça, mais il y a des affaires que on dirait que on le sent que ça va marcher, là, tu sais, puis on le sait que ça marchera pas des fois, tu sais. Puis on connaît les points faibles, les points forts. Puis ça, là, ce fameux, c'est peut-être l'expérience qui m'a amené à ça, là, mais je te dirais que je me fie beaucoup à ça aussi, ce fameux sixième sens-là, qui... Ah, ça, oui, j'embarque, tu sais. Très bonne leçon que tu me partages là, en tout cas. Écoute, on se parlait il y a quelques semaines, puis tu me disais, et je fais des recherches, puis tu as bien raison, qu'il y a énormément d'entrepreneurs dans les communautés autochtones, principalement des femmes. Oui. Pourquoi? Écoute, je n'ai pas la réponse scientifique à ça, là. Je veux dire, mais les femmes dans nos communautés sont souvent celles qui partent des petites entreprises, tu sais, locales, que ce soit boutique, tu sais, ou de la fabrication, ou enfin des services. Il y a plusieurs femmes entrepreneurs autochtones, puis c'est vraiment le fun de voir ça. Puis je pense que il y a de l'aide aussi. Il y a des programmes qui existent, qui supportent ça, puis qui mettent de l'avant le leadership au féminin. C'est important. Les femmes, c'est les mères dans les communautés. Il y a beaucoup les femmes, c'est un peu le centre, tu sais, d'une famille, tu sais. Donc, c'est la famille, ça tourne autour de la mère, des femmes autour d'un enfant. C'est la sœur, l'oncle, puis toute la famille élargie aussi. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont les grands-mères, tu sais, les aînés, qui ont un rôle à jouer extrêmement central. Puis je trouve ça vraiment là agréable de voir. Puis même dans ma communauté à Wendake aussi, je le vois, il y a plusieurs femmes entrepreneurs. Puis ça, là, je trouve ça extraordinaire que on ait aujourd'hui des occasions de pouvoir rayonner puis d'avoir de l'aide pour le faire. Parce que moi, écoute, quand je suis partie en affaires, il y a 18 ans, de l'aide, il n'y en avait pas, là. Ce sont des hommes entrepreneurs qui m'ont aidé. Ils étaient 4. Et je les adore aujourd'hui jusqu'à maintenant. Ils m'ont donné des conseils exceptionnels parce que ça, c'est une autre chose qu'il faut aussi comprendre. C'est lorsque tu pars en affaires, il faut se fier à des mentors. Moi, je l'ai fait, puis c'est un mentor qui me dit « Fie-toi à tes mentors ». Alors, je me suis fiée à des mentors, des gens en qui j'avais une totale confiance. Je savais qu'elle allait pas me mentir, puis que quand j'ai posé la question « Qu'est-ce que tu penses de mon plan d'affaires? » Tu sais, m'en aller à mon compte, tout ça. Oui, mais tu vas voir ça, tu vas travailler plus les 5 premières années. C'est vrai, là, il y avait tellement raison. Mais la chose que je me rappelle le plus, puis c'était ça mon objectif, puis c'est là que ça a rencontré mon objectif, c'est de dire, tu ne voudras plus jamais laisser tomber la liberté que tu auras acquise en étant à ton propre compte, même si tu travailles, tu sais, 7 jours sur 7. Et ça, pour moi, ça a été vraiment... J'avais hâte de le vivre, là, ce qu'il me disait, lui, au début, là, tu sais, puis j'étais là, j'ai hâte, moi, de voir ça. Et je ne retournerai jamais en arrière. Cette liberté qu'on a comme entrepreneur, pour moi, c'était mon objectif d'être le patron, tu sais, comme je le disais, tu sais, j'étais jeune, puis je le savais déjà. Je l'ai réalisé, puis je pense que... mais c'était bien préparé, là. Évidemment, c'était pas des coups de tête, des choses comme ça. J'avais un objectif. Mais j'ai écouté aussi mes mentors et ce qui a fait que ça a fonctionné. Est-ce qu'entreprendre en contexte autochtone, c'est différent? Oui, c'est différent parce que c'est des clientèles différentes aussi.
Tu sais, je veux dire, c'est un milieu, le milieu, les communautés, hors communauté aussi. Alors, si par exemple, j'avais voulu me partir une entreprise qui a rien à voir avec les peuples autochtones, c'est autre chose. Ouais. Mais la plupart des entrepreneurs qui sont sur communauté ou qui peut-être même hors communauté, bien, ont souvent aussi des entreprises en lien avec la clientèle autochtone. Alors, c'est différent parce que les besoins sont différents, le type d'entreprises qui sont nécessaires sont différentes, tu sais, ou dépendant aussi du territoire, là où est située la communauté ou enfin l'entreprise, tu sais, il y a peut-être des choses qui font que les besoins locaux en entrepreneuriat sont différents d'une région à l'autre ou d'un territoire à l'autre. Donc, il y a toujours je pense qu'il y a des différences. Mais, tu sais, se partir en affaires, veut pas, il y a les bases, là, tu sais, je veux dire, de se faire un plan, de savoir où tu t'en vas, de bien définir tes publics cibles ou ta clientèle cible. Tu sais, ça reste des choses qui sont essentiellement des fondements là, qui s'adaptent un petit peu à tous les milieux. Mais je dirais que la différence principalement peut se situer sur le fait qu'on dessert des clientèles qui ont des besoins peut-être plus adaptés aux communautés. Et aux gens des Premières Nations qui sont en milieu hors communauté, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, attention, qui aussi vivent dans les milieux qu'on dit urbains ou enfin dans d'autres milieux que la communauté comme telle. J'aimerais ça parler un petit peu de Koué, en fait, ton festival à la rencontre des peuples autochtones, pardon. Oui. Qu'est-ce qui t'a mené à lancer un événement aussi rassembleur? C'est une circonstance complètement, disons, qui est arrivée là, pas par hasard, parce que c'était dans le calendrier. Vous savez, en 2017, c'était le 150e anniversaire du Canada. Bon, à l'époque, j'étais l'adjointe de Ghislain Picard et le gouvernement fédéral, le bureau régional à Québec, là, le ministère qui s'appelle Service aux Autochtones Canada aujourd'hui, qui s'appelait le ministère des Affaires autochtones et qui avant le ministère des Affaires indiennes et avant ça le ministère des Sauvages. Eh bien, aujourd'hui, en 2017, nous a contacté le bureau de M. Picard et M. Picard dit « Mélanie, occupe-toi de ça », tu sais, comme un peu tout là, ce qui rentrait bien souvent. Là, fait que, alors là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y avait un fonds disponible, pour dire, on peut faire quelque chose, un événement pour souligner, pas pour souligner le 150e du Canada, là, tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule de dire qu'on va fêter ça, nous, les Premières Nations, alors que ça fait des millénaires que les peuples existent et qui sont sur nos territoires. Donc, les deux personnes qui étaient là, qui étaient vraiment deux femmes fantastiques, là, qui représentaient le ministère, Céline et Catherine, sont venues me rencontrer. Puis là, il y avait un fonds d'argent. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, on voulait faire un événement aussi parce qu'eux, c'était un petit peu ça l'axe, là, c'est de faire un événement. Mais quoi? Puis en même temps, à Québec, parce que à Montréal, il y avait quand même des choses déjà qui se faisaient, des festivals, ça existait, bon, tout, puis ça existe encore. Mais à Québec, il n'y avait pas tant d'activités là, axées sur les peuples autochtones. Il y avait le Powwow de Wendake, mais tu sais, c'est le Powwow de Wendake, mais bon, on parle grand public dans la ville. Alors là, c'est qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un événement. Et là, il fallait inclure les 11 nations autochtones au Québec. Et là, j'ai vu un canot dans le bureau où on était. Il y a un petit canot, tu sais, en écorce, là, qui est une décoration dans le bureau où on jasait de tout ça. Là, j'ai vu le canot. Puis j'ai dit, c'est ça notre logo. Puis ça va être Koué, K-W-E, parce que Koué, en K-W-E, c'est en Wendat. Et on est à Québec. La nation Wendat est là. Donc, on va utiliser le Koué format Wendat. Et à la rencontre des peuples autochtones, pourquoi? Parce que je savais pertinemment que le mot peuple autochtone, c'est le mot ou l'expression utilisée à l'international pour parler des peuples autochtones ou des autochtones. Alors, Koué à la rencontre c'est-à-dire venez nous voir, venez nous connaître, tendre la main, comme dit notre président d'honneur Stanley Volant depuis nos débuts du festival. Eh bien, c'est une invitation de dire, pourquoi pas ouvrir sur nos nations puis faire comme une porte ouverte pendant quelques jours que les gens vont pouvoir venir nous connaître. Parce que souvent,
ce que je trouve vraiment des fois intéressant là, de dire, c'est qu'à des gens que je rencontre tu sais, je leur dis, les peuples autochtones les gens connaissent voyagent en Italie, au Portugal ou dans d'autres pays, tu sais, puis s'intéressent à ces cultures. Mais nommez-moi les 11 nations autochtones au Québec. Et là, je vous dis que c'est... Puis j'ai fait le test justement hier avec 2 personnes, puis la personne a dit, mais je serais même pas capable de t'en nommer une seule. Oh wow. Alors, tu sais, fait que là, mais moi, il y a 10 ans, en fait, en 2017, donc voilà d'où l'idée. Mais là, c'était supposé être un événement, une fois. Ça s'est fait devant le Parlement avec le financement du gouvernement fédéral. On a travaillé toute la programmation et tout. Mais là, après ça, moi, j'ai dit non, je peux pas le refaire. Ça a marché, là. J'ai dit non. Fait que là, c'est là que j'ai embarqué vraiment pour fonder l'organisation Coué à la rencontre des peuples autochtones, qui est une OBNL, qui a pour mission le rapprochement entre les peuples autochtones québécois, principalement, et les 11 nations autochtones, en incluant toutes les nations dans nos activités, autant au festival qu'en dehors de celui-ci. Vu qu'on est une OBNL, on a une mission. On peut donc faire d'autres projets externes au festival, mais on s'est concentré évidemment beaucoup là-dessus au début. Je vous dirais que j'ai travaillé là, pas à peu près pour consolider. T'sais, un festival là, à grand déploiement, c'est de l'ouvrage. Là. Mais moi, j'ai organisé beaucoup d'événements dans ma vie. T'sais, en fait, ma compagnie Gestion MV, là, c'était gestion d'événements et de projets. Donc, j'ai organisé des tonnes de conférences, d'ateliers, des congrès, des ci, des ça. Donc, un festival, c'était un petit peu une coche au-dessus. Là. Ouais. Mais j'étais assez solide pour faire ça avec une équipe, bien sûr, de professionnels. Là. Je ne suis pas toute seule. Mais voilà comment... Et là, j'ai dit, je continue bénévolement à faire ça. Et je l'ai fait pendant au moins 5 ans, jusqu'en 2023, en fait, bénévolement. Wow. Oui. Mais là, à un moment donné, mes clients disaient, ben là, ils pensaient que j'étais devenue à l'emploi de Coué. Fait que là, j'ai fait, peut-être un petit peu, là. Fait que là, en s'améliorant aussi sur le plan financier, d'aller chercher des fonds, puis des demandes, puis des partenariats, puis tout ça. J'ai travaillé ça pendant des années. Et pour donner le résultat qu'on a aujourd'hui. Et qui est quand même, je suis très fière de Coué. On est encore on est un bébé, hein, comme un événement qui a 8 ans, là. Tu sais, je veux dire, on est encore... mais on est un événement, je pense, qui est de plus en plus connu. Puis c'est à Québec que ça se passe à chaque année. Et on fête toujours le 21 juin, d'ailleurs, aussi, intégré dans notre programmation, qui est la Journée nationale des peuples autochtones. Et par un grand spectacle qu'on organise. Fait qu'on a trouvé notre niche un peu, on a trouvé notre concept. C'est pas mercantile du tout. C'est un événement gratuit, grand public. Puis cette année, on a eu 21 000 visiteurs. 21 000 visiteurs, j'adore. Oui. Donc, 11 nations, 21 000 visiteurs en une année. Si tu avais à donner un approximatif depuis le début, là, depuis 8 ans de Coué, ça ressemblerait à quoi les chiffres? Écoute, je vois à chaque année une augmentation. Tu sais, je le vois à l'œil, là, parce que je suis sur le terrain au festival tout le temps. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie en 2020. On a été obligé de se convertir en virtuel. On compte pas ça compte pas, là, comme on dit. Puis bon, quand les choses ont repris graduellement suite à la pandémie, ben, bon, là, 2021, 22, tu sais, il y a eu des formules. Bon. Ensuite, là, on est depuis 2023, 24, puis 25, là. Je pense que ça augmente à chaque année. Et surtout qu'on fait des activités hors site, mais aussi en dehors du festival. Donc, par exemple, on est en train de travailler avec d'autres événements qui veulent de la programmation autochtone. Bien, on est sollicité beaucoup maintenant. Je vous dirais que je suis sollicitée régulièrement par des organisations qui veulent faire des mini-coués, comme on dit. Okay. Puis nous, on a développé des contenus qui nous appartiennent, qui sont vraiment 100% produits par nous, par Coué. Par exemple, notre forêt des 11 langues autochtones. On a fait des enregistrements des 11 langues, et les gens peuvent les écouter, on voit le portrait de la nation, puis tu sais, on a fait comme des arbres avec des petites cabanes, puis on met les écouteurs accrochés, c'est comme une petite forêt, tu sais, donc on loue ça, tu sais, les gens d'autres événements peuvent avoir ça dans leurs événements, puis pour nous, on est très fiers de pouvoir avoir de la visibilité aussi à travers ces petites activités-là. On en fait dans les bibliothèques à Québec, on en fait comme je disais, là, à d'autres festivals, micro ouvert autochtone qui s'en vient à l'automne à Montréal. On va avoir une partie Coué là. Donc, tu sais, c'est vraiment, là, on en a fait au Musée national des beaux-arts, on a fait écoute, c'est vraiment exceptionnel. Puis je trouve que pour nous, c'est des belles portes ouvertes encore plus.
pour faire du pouce sur la forêt des peuples autochtones dont tu parlais. Ça ressemble à quoi vivre l'expérience Coué? Donc, pour un membre du public qui viendrait vous voir, c'est sur combien de jours? C'est quoi les attractions? L'attention est sur quoi? Écoute, toujours le même but, c'est d'ouvrir, venir rencontrer. C'est comme un voyage en 3 jours dans toutes les nations autochtones à Québec. Okay. Bon. Et ça dure 3 jours en juin. Toujours la mi-juin. L'année prochaine, c'est du 12 au 14 juin. Et le 21 juin. Toujours intégré. On met toujours un grand spectacle en Haute-Ville le 21. Mais les 3 jours du festival, c'est à la place Jean-Béliveau. C'est proche du Grand Marché, proche du Centre Vidéotron à Québec. C'est un espèce de boisé. Là, c'est magnifique. Ça donne vraiment un beau cachet au festival. Ouais. On peut toutes faire nos activités qui pleuvent ou pas. Je veux dire, on est prêt. On a plusieurs... Tout le festival est axé sur plusieurs volets. Des démonstrations, des conférences sur des thèmes, sur les réalités. Tu sais, à chaque année, on change les thèmes. On a des démonstrations de savoir-faire par nation. Chaque nation est présente. Autant les Inuits, les Naskapi, les Cris, les Wendat, les Mohawks. Tout le monde est là et offre quelque chose à voir et à apprendre au public. On a beaucoup d'activités pour enfants aussi. La fabrication de par exemple, on a fait des bâtons de rêve, tu sais, avec le Poimun Meshkenu qui est notre partenaire. On est partenaire de plusieurs organisations autochtones aussi qui viennent contribuer à notre programmation à Coué, par exemple par une conférence ou en développant une activité comme ça avec Poimun Meshkenu qui est tiré du chemin des 1000 rêves du Docteur Volant, donc faire son bâton de rêve et le décorer, puis on explique c'est quoi ce bâton de rêve. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses pour enfants. On a aussi, les gens aiment beaucoup entendre la musique, les tambours. Ça, c'est un classique. Mais nous, les danses de Pawa, on les explique. Tu sais, on va pas juste faire une démonstration comme ça. Faut que les gens comprennent le tambour, comprennent la danse, le style de danse que la personne qui donne la démonstration va faire, bien, on les explique, que le public comprenne. Et puis, voilà. Fait qu'on a des fois aussi des activités... comme par exemple, cette année, c'était une nouveauté. Là, on a mis une tente, là, un peu prospecteur avec du sapinage, puis on a 2 aînés qui étaient là juste pour jaser avec le public. Les gens, puis à prendre un thé ou une tisane avec. On a toujours notre restaurant on a un menu spécial concocté par un chef professionnel qui est Maxime Lizotte cette année, qui est de la nation Wolastoqey, Washipekuk. Et il fait un menu spécial. Fait que les gens, évidemment, c'est payant. Là, c'est la seule chose payante à Coué, c'est d'aller à notre comptoir restaurant. Fait qu'il y a ça, la restauration, essayer un nouveau menu. Ensuite, on a tout l'espace de démonstration de cuisson de gibier sur le feu. Le monde aime ça aussi. On explique comment, les techniques de cuisson, mais aussi les techniques de dépassage, par exemple. Ça, on le fait. Donc, plein de petits volets comme ça. Puis quelqu'un peut vraiment passer une journée à Coué là, sans avoir tout fait. Wow. Ouais. Hey, ça en est de la job, puis des niveaux aussi de complexité, puis des couches thématiques, c'est assez incroyable. Honnêtement, je vais prendre les dates en note là, pour l'année prochaine. Ça me tente de venir. C'est du 12 au 14? 12 au 14 de l'année prochaine, en juin, à la plage Jean-Béliveau. Super, plage Jean-Béliveau. En plus, c'est mon hockeyeur préféré. Le Canadien. Fait que c'est parfait, c'est 2 en 1. Écoute, petite question pour toi. Donc, on l'a dit tantôt, t'es une femme autochtone qui a toujours habité à Wendake, dans ta communauté. Mais en même temps, t'es une femme de projet. Il n'y a pas de limite pour toi. T'es boursière de l'ONU, t'as voyagé, t'as étudié à Phoenix. Comment est-ce que tu arrives à concilier ces 2 parties-là de ta vie? Donc, le côté à l'extérieur de la communauté et aussi dans la communauté. En fait, c'est que je sais, à chaque fois que je sors de ma communauté, de mon environnement, que je vais y revenir. C'est clair pour moi. Alors, c'est vraiment ça, c'est l'ancrage qui est là. C'est indéniable que même si j'ai été ailleurs faire des études ou que, puis même, rappelons-nous, je l'ai dit au début, j'ai pas voulu habiter à Montréal pour pas quitter mon milieu quand j'étais plus jeune pour aller étudier. Alors ça m'a empêché toutefois, de faire peut-être un rêve que je voulais, mais ça m'a pas empêché de le réaliser autrement plus tard. Ouais. Parce que je sais toujours que je reviens chez moi. Puis j'en parle des fois, c'est drôle parce que des fois je parle avec des gens, ils disent moi j'ai déménagé à Montréal ou je viens de Québec, tout ça. Peu importe là, où je viens de telle communauté, puis j'habite maintenant à Montréal, ça fait tant d'années.
Moi, je serais pas capable de faire ça. je sais pas, c'est comme ça. Je suis bien à Wendake, je suis née là. Ma famille est là, la plupart en tout cas. Puis c'est important pour moi. Fait je veux dire, c'est comme ça. Mais je sais toujours que je vais revenir. Ça, c'est sûr. Puis j'y suis. Je ne suis jamais partie. Je suis toujours là. Puis je vais toujours y être. C'est super inspirant. Honnêtement, on devrait, je pense... Il doit y avoir plus de monde qui partage ces sentiments-là, le développement de communauté aussi. Comme tu l'as dit, on est ça à trotte, on est sur la go, à gauche puis à droite, puis on devrait avoir un attachement quelconque envers un domicile. Mais je suis bien chez moi. Ouais. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui ne diraient pas la même chose que moi, mais je parle personnellement, alors c'est la réponse que j'ai à donner. Ouais. Quand tu as reçu la bourse de l'ONU et puis que tu as pu aller bien dans la Suisse et tout ça, comment tu t'es sentie en tant que femme autochtone qui représente ta communauté d'être sur la scène internationale comme ça? Bien, d'abord, j'étais très fière. J'avais posé ma candidature et c'était, à l'époque, j'avais un employeur aussi. Je travaillais à la Commission de la santé des Premières Nations et mon patron était un homme extraordinaire à l'époque. Puis j'y avais demandé, est-ce que je peux partir 3 mois? Parce que lui, c'est sûr qu'il fallait qu'il me laisse aller pendant 3 mois à l'ONU. Lorsque j'ai obtenu cette bourse, j'étais vraiment... J'en revenais pas de l'avoir eu parce que, écoutez, ça a pris je pense 1 an. J'avais oublié que j'avais posé ma candidature. Quand j'ai reçu la lettre, j'ai fait, c'est quoi ça? J'ai dit, oh là, c'est la fameuse bourse là, pour laquelle j'avais appliqué pour les droits des peuples autochtones dans l'ordre mondial, ça s'appelait comme ça. Puis il y avait une formation à l'Université de Bourgogne à Dijon, puis aussi toutes les instances de l'ONU à Genève. Là. Fait qu'on a voyagé entre Dijon-Genève. Là. On était 4 personnes qui venaient des peuples autochtones, moi du Canada. Et les autres, il y avait quelqu'un du Mali. Il y avait une femme du Mali, il y avait un homme qui venait du Maroc et un autre homme qui venait de la Nouvelle-Calédonie, un autochtone de là-bas. Et puis, c'était vraiment... je pense que c'était moi la plus jeune. J'avais 28 ans. Wow. Mais je vous dirais que c'est la première fois que j'allais en Europe, là, aussi, dans ma vie. J'avais jamais été en Europe là, à 28 ans. Là. Alors, j'étais impressionnée, puis je me suis très bien débrouillée. Puis mais la seule chose qui me faisait un pincement au cœur, c'est que j'ai manqué la rentrée scolaire de mon garçon à 6 ans en première année, parce qu'il fallait que je sois partie. Puis il avait 6 ans. Mais bon, mes parents étaient là, avec mon fils, ça allait être bien, puis effectivement... Là, il est très bien, il est en médecine aujourd'hui, je pense. Oui, mon garçon, il est médecin aujourd'hui, je suis pas mal fière de lui. Puis il a 27 ans. Mais à l'époque, il était tout petit, mais je pouvais pas manquer cette opportunité-là de faire cette bourse-là. Puis c'était extraordinaire, je m'en rappelle encore jusqu'à maintenant. On a participé d'ailleurs aux derniers travaux, les dernières 2 semaines des discussions sur la Déclaration des droits des peuples autochtones. J'y étais. Ben non. Oui. Ça devient quelque chose. Après ça, ils l'ont adopté. Wow! C'est un moment de l'histoire. Il y a quasiment... Ouais, OK, très intéressant. Puis ma dernière question avant qu'on passe à intermission. Là, tu as commencé ton parcours scolaire en saussant les pieds en droit, bien évidemment. Mais veux pas, tu es un peu revenu vers le droit sans t'en rendre compte. Donc, au niveau politique, au niveau négociation, de parler de droit autochtone, est-ce que tu te considères quand même comme une femme de droit, quasiment comme une juriste, sans pour autant être avocate? Ben, en fait, je suis une défenderesse des droits des peuples autochtones, ça c'est sûr. On parle pas du droit comme la loi, là, moi je parle vraiment, tu sais, par exemple, tu sais, je vois de l'injustice, ça me rend, tu sais, vraiment, là, j'ai le goût de me battre, là. Tu sais, je l'ai dit à un moment donné à quelqu'un, tu sais, le racisme, la discrimination, toutes ces choses-là. Puis au festival, c'est d'ailleurs une autre raison, tu sais, il faut se battre contre ça, il faut continuer, il faut jamais lâcher, tu sais. Puis c'est sûr, c'est comme la neige en hiver, là, il va toujours en avoir, tu sais, malheureusement. On a beau l'enlever, elle revient, tu sais. Bon, on a beaucoup d'écueils comme ça à chaque fois qui se pointe sur le chemin, tu sais, vers, tu sais, ce qu'on appelle un peu la fameuse réconciliation, là, que bon, pour certains, ça veut absolument rien dire. Ça veut dire que tu as fait quelque chose puis que tu dois te réconcilier, tu sais, alors que pour d'autres, ça veut dire rien peut-être même, tu sais, c'est de dire, regarde, mais moi, je parle de respect. Tu sais, respectons-nous, comprenons-nous aussi, tu sais. Puis quand il y a de l'injustice, c'est là qu'il faut mettre son pied à terre, il faut se défendre. Puis comme j'allais dire ça, justement, j'ai toujours l'impression de me battre. Puis quand je parle à des gens qui sont pas autochtones, je sais pas s'ils comprennent quand je dis ça. On a toujours l'impression de se battre. Je dirais que non. Tu sais, c'est constant, c'est ancré, là. Tu sais, t'es toujours dans un espèce de mode de pensée, de se battre
pour obtenir quelque chose en justice, tu sais. Quelque chose de juste et d'équitable. C'est beaucoup ça. Puis je le sens là, quand je rencontre d'autres gens dans d'autres communautés. Les gens partagent ce sentiment-là beaucoup, là, tu sais, puis il y a tellement eu d'injustices par le passé, puis je suis pas historienne, là, puis je suis pas avocate, là, je le sais très bien, là, mais, tu sais, des histoires d'horreur, là, j'en ai entendu, là, des tonnes, là. Puis c'est pas, comme je disais tantôt, je fais des séances d'information pour le recours collectif en compensation suite à une discrimination du programme de services d'aide à l'enfance et à la famille sur communauté pendant des années. Tu sais, le sous-financement du programme a provoqué des placements de façon exponentielle d'enfants dans des communautés qui ont une vie brisée peut-être après parce qu'ils ont été justement déracinés de leur communauté à cause de Fait que cette compensation-là qui leur revient via l'entente de règlement puis une compensation financière, tu vas pas régler par de l'argent des traumatismes, là. Ben moi, les traumatismes, quand je vais donner de l'information pour savoir comment tu peux réclamer ta compensation, ben les gens me racontent leur histoire, là, même si je l'ai pas demandé. Puis j'en entends, là, cette semaine, j'arrive d'une communauté, justement, puis j'en revenais pas là, de comment les gens aussi ont besoin de parler, tu sais. Moi, je les écoute, là. Puis je l'ai fait aussi dans un autre recours collectif qui est là en 2018-2019. C'était le recours, en fait, l'entente de règlement puis le processus de réclamation pour les personnes qui avaient été dans le système de la rafle des années 60, les 60 Scoops qu'on appelle. C'est un autre stratagème du gouvernement fédéral pour assimiler les peuples autochtones, hein. Je veux dire, c'est comme les pensionnats, là. C'était un but avoué, tu sais. Alors, tu sais, on est, comme je disais, là, quand on écoute des histoires comme ça, c'est tellement enrageant, là, des fois, là, l'injustice, là. Puis là, on voit dans les médias, tu sais, des gens se battent pour leur territoire, les lois qui sont adoptées, les gouvernements qui, souvent, vont nier le titre sur le territoire ou les droits ancestraux, des choses comme ça, ou vont juste ignorer qu'il y a des droits des peuples autochtones aussi. Excusez, mais on était là avant, là. Puis il y a quelqu'un qui habite là, qui était dans le territoire, tu sais. C'est tout. Puis ça, ben, faut le reconnaître. Ouais. Moi, je me bats pour ça, en tout cas. Puis d'une manière respectueuse. Je comprends que les gens sont... Il y a toute une population, on partage aujourd'hui tous ces territoires-là, oui. Mais faisons-le donc d'une façon respectueuse, tu sais. Ça veut dire quoi, ça, une femme? Ça veut dire de comprendre, puis de s'informer, puis de s'éduquer sur les peuples autochtones. Comme je dis, quand on rencontre beaucoup de gens, des fois, puis je dis pas que tout le monde est comme ça. Les enfants, en passant, là, sont vraiment, là, connaissent ça pas mal mieux que beaucoup d'enfants. À mon époque, quand j'étais au primaire, là, quand je vois des groupes d'enfants venir à Coué, là, ils nomment toutes les nations, là, tu sais, puis ils sont vraiment intéressés, là. Oui, tu vois que dans les écoles, il y a quelque chose qui a changé, là, c'est sûr. Mais c'est comment? Ben, c'est ça, c'est en venant au festival, par exemple. En posant quand les gens me disent, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire, tu sais. Ben, viens à la boutique à Wendake, tu sais, je sais pas, viens, va écoute un podcast ou un documentaire, viens au festival, lis un livre. Il y a plein de livres, là, qui sont super intéressants, des auteurs autochtones. Il y a un salon du livre aussi, tu sais, des Premières Nations. Il y a plein de choses à faire, tu sais. Puis ça peut être un mini-geste comme ça. T'es pas obligé de changer le monde, là. Mais juste t'informer, tu sais. Oui. Puis ça peut faire toute la différence, tu sais. Oui. Écoute, on va parler des droits autochtones, des droits humains, puis on va explorer la réponse que tu nous donner parce que ça me donne tellement d'inspiration pour d'autres questions. Juste après l'intermission, par contre, parce que comme tu le sais déjà et tout le monde qui nous écoute le savent, on demande à nos invités d'apporter un objet qui les représente. Alors, toi, je connais déjà la réponse, là, mais veux-tu nous le présenter? Écoute, attends, mais je le présente de manière virtuelle, écoute, parce que c'est mon téléphone, mais ça, évidemment, c'est pas ça qui me représente tant que ça. Ce qui me représente davantage là-dedans, c'est que je suis, comme je le disais tantôt, moi, mon rêve, c'était d'être criminologue, puis je m'intéresse énormément à la psychologie, tu sais, qui entoure tout ça, le crime et le comportement. Fait que j'écoute beaucoup, et je lis beaucoup et j'écoute beaucoup de podcasts ou de balados sur des cas, des faits vécus, des true crime qu'ils appellent. Ouais. Fait que moi, j'adore j'écoute autant à la télé que j'en écoute ici avec ce téléphone. Alors, c'est un peu ça
ça me caractérise d'une manière parce que c'est pas ce que je fais dans la vie, mais tu sais, c'est vraiment une fascination que j'ai c'est comme un hobby pour moi, là. Tu sais, il y en a que c'est l'ébénisterie ou l'autre, c'est l'artisanat ou la peinture ou je sais pas, mais moi, c'est ça. Et toute la fin de semaine, après une grosse journée de travail, là, tu te mets un petit podcast, tu lis un livre de true crime, puis j'écoute tu une dors émission. super bien après. Là. Ah, j'adore. Oui. C'est sûr que mon chum, il aime moins ça. Des fois, il me trouve un peu... Tu sais, là, il comprend pas ma fascination, là, mais j'y ai fait comprendre que je ne suis pas la seule, parce que puisqu'il existe autant de sources d'informations là-dessus, qu'il y a certainement un public, et moi, j'en fais partie. Effectivement, non, j'en connais d'autres de même. Là. Je t'agace, c'est certain. Là. Mais j'adore l'anecdote, puis c'est quand même très drôle. Je t'imagine en train d'écouter ça, puis ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Puis tu sais, quand je rencontre du monde qui aime ça autant que moi, là, on peut partir, puis t'as-tu écouté tel? As-tu écouté tel? Tu sais, c'est vraiment intéressant. J'ai 2-3 autres questions ludiques là, avant qu'on se lance dans le prochain segment du podcast. C'est quoi le pire et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? En une phrase. Oh, écoute, le pire conseil, bon, je vais commencer par le meilleur peut-être, là, c'est vraiment de toujours voir 2 coups d'avance. Ça, c'est d'essayer d'anticiper les résultats de ce que tu vas faire au moins 2 fois d'avance. Tu sais, bien analyser des résultats ou en fait des impacts. Ça peut prévenir bien des choses. Ouais. Ou des mauvais, tu sais, un mauvais résultat ou des choses. Tu sais, de toujours se préparer. Toujours se préparer. 2 steps ahead. Ouais. Puis je le dis souvent même quand je donne des formations, préparez-vous, soyez toujours prêts. Tu sais. Ça, là, puis, en tout cas, moi, j'agis beaucoup en étant préparée. Pas au hasard quand je sais que le résultat pourrait changer. Tu sais, je veux dire, se préparer. Puis le pire conseil qu'on m'a donné, c'est pas de se préparer. non, il y a peut-être pas de pire conseil, mais tu sais, c'est quoi moi là, tu sais quoi, c'est les gens qui veulent te décourager de faire quelque chose. Moi, les turn-off là, je ne suis pas capable. Quand tu dis, hey, j'aimerais ça faire ça, puis là, t'as quelqu'un devant toi qui va te dire, ben ouais, mais attends un peu, là, ça marchera pas, ça. Là, j'ai encore plus le goût de foncer, puis d'y aller, puis de prouver à cette personne qu'il avait tort ou elle avait tort, peu importe. Ça arrive pas souvent, par contre, mais j'en ai rencontré des gens, tu sais, qui ont pas le goût tu sais, qui ont pas le goût de mettre la main à la pâte, là, puis que la loi du moindre effort. Ça, là, j'ai bien de la misère avec ça. Beaucoup de misère. Alors, j'ai peu de tolérance pour ça, pour la loi du moindre effort. Oui, je te comprends. Ouais. Écoute, comme je t'ai dit, je suis pareil. Là, ça me fait rire, puis je n'aimerais pas de nom parce que c'est hier soir que ça m'est arrivé. Là, littéralement, hier soir, ces temps-ci, on fait le tour des universités avec les Census pour faire la promotion, bien évidemment, de nos produits. Et beaucoup de facultés sont partenaires. Donc, on est invité à leurs événements, on a des kiosques, tout ça. Mais plutôt les facultés qui ne sont pas partenaires, moi, je me dis, pas de problème. Mais je suis débrouillard. Fait que ça me donne encore plus le goût d'être là. Ouais. Donc, hier, j'ai conduit dans une ville mystère, que je ne nommerai pas. Une ville mystère. J'ai infiltré leurs événements. Mais par contre, ça fait une couple de fois que je le fais à cette université-là, que j'infiltre. OK? Puis à chaque fois, il y en a qui rient, il y en a d'autres qui m'aissent. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, hier, là, c'est rendu, on est brûlés. Ils me connaissent la face. Là. J'ai été kick-out après 5 minutes. Là, tu changes ton look. J'appelle mon partenaire après, puis je dis, OK, prochaine fois, là, c'est toi qui vas te connaître moins, puis on se déguise, les lunettes de soleil. Fait que ça me donne encore plus le goût. Je fais kick-out, je suis comme, OK, good, fair game. Prochaine fois, on verra. Mais comme j'ai dit, je ne nomme pas l'université en question. Non, on garde ça anonyme. Exact. C'est quoi le truc le plus weird ou la plus grande méconception qu'on t'a dite sur les Autochtones? Écoute, j'en ai entendu des vertes puis des pommures. Quand j'étais étudiante, là, adolescente, là, j'étais guide touristique. Là. Puis dans le temps, là, c'était vraiment le folklore puis tout ça. Puis j'entendais des touristes dire à un moment donné, je me suis fait engueuler là, parce qu'il n'y avait pas d'Indiens avec des plumes par un touriste. Oh, wow. Il était bleu marin. Il était vraiment fâché. Puis je me rappelle comme c'était hier. C'était je pense qu'il venait de l'Italie, le monsieur, puis il s'est mis à sacrer dans sa langue, là, puis tout ça, puis sa femme essayait de le calmer, tu sais.
Mais il s'était fait vendre un voyage au Canada en pensant qu'il y avait des chevaux avec des Indiens et des plumes. Tu sais, un Indien à cheval. Là, c'est la GRC qui ont les chevaux. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Puis il était frustré, là, mais il est arrivé... Puis moi, j'étais à l'accueil, tu sais, le bureau d'accueil à Wendake, là, le bureau d'accueil touristique, qui... En tout cas, bref. Le monsieur, ben, je veux voir les Indiens à cheval avec des plumes. Je dis, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il m'avait vraiment pété une coche. Ah ouais, c'est un exemple, ça. Ouais. Mais j'en ai vu d'autres aussi, des propos de toutes sortes. Là. Écoute, même au festival, on a eu un individu cette année qui est arrivé puis qui demande à notre personne sur le site, une jeune fille qui était à l'accueil, là, une de nos employés. Là. Ah, pourquoi les Indiens sont tous gros? Tu sais, là, tu dis, OK, toi, t'es venu au festival pour nous poser cette question-là. T'sais. Non, il faut être diplomate, là, rendu là. Faut pas, on n'engueule pas les gens. On répond de façon polie. Mais j'en ai entendu tellement. Là, je pourrais faire un livre. Tu devrais peut-être, je pense que ça casserait une couple de fausses compréhensions. Écoute, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a justement parlé de ça, faire peut-être un question-réponse, des questions... qu'on a souvent, on va dire, les taxes, par exemple, toute cette histoire-là. Puis bon, puis moi, oui, mais t'es blonde. OK, mais c'est quoi, pour vous, ouais, mais, un Indien, c'est pas blond, ça n'a pas les yeux verts, Ben, c'est parce que moi, ma mère est québécoise, mon père est Wendat. Et je suis Wendat. Ça s'arrête là. Oui. Ah non, ça doit être difficile à entendre parfois. Là. Puis, comme tu l'as dit, entendre des murs, des moins murs. Si tu pouvais écrire une nouvelle loi ou réécrire une loi existante par rapport aux peuples autochtones, soit du passé ou d'aujourd'hui, ça serait laquelle et pourquoi? Ben écoute, moi, c'est sûr qu'on parle de la loi sur les Indiens, là. La loi sur les Indiens. Ça s'appelle encore comme ça, en passant, tu sais. Ouais, je sais. Je comprends qu'il y a des écoles de pensée aussi, parce que cette loi a mené à beaucoup de discrimination, notamment, évidemment, envers les femmes autochtones, d'une façon épouvantable, là, qui ont eu des impacts jusqu'à maintenant, dans plusieurs communautés, familles et tout. Alors, c'est cette loi-là, moi. Mais il y a vraiment il y avait un but à cette loi-là, hein, c'est l'assimilation, tu sais. Ouais. Alors, c'est ça que je ferais comme changement, effectivement. Puis je peux pas... Il y a peut-être d'autres lois aussi, là, tu sais, par rapport à d'autres enjeux. Mais cette loi est spécifique. Puis y a-t-il une loi sur les personnes d'une autre nation? Tu sais, nous, on a une loi sur nous, tu sais. Puis on a un registre. Tu sais, moi, ma carte, là, j'ai un numéro. Ouais. Tu sais, y a-tu d'autres citoyens au Québec ou au Canada qui ont des numéros comme ça, à part ton numéro d'assurance sociale? Là, ça veut dire pour travailler puis tout, j'imagine. Mais tu sais, c'est pas... Moi, j'ai un numéro d'Indien, tu sais, associé à la bande de Wendake, tu sais. Puis ça, ben, il y a une carte qui est fournie par le gouvernement fédéral. Et cette carte, elle a même une date d'expiration. My God. Donc, il faut que je la renouvelle de temps à autre pour renouveler mon identité. Tu sais, c'est absurde. Puis tu perds ton statut, sinon? Non. Non, le statut reste à vie. Mais c'est juste qu'il y a une date d'expiration. Tu sais, pourquoi ça? Ouais. Enfin, tout ça pour dire que c'est un peu c'est drôle quand on parle de ça parce que pour moi, c'est comme naturel. Là. Ça fait partie de notre vie puis notre quotidien, tu sais, cette carte. Puis, mais quand tu expliques ça, des gens sont là, ah oui, tu sais, ben oui, mais c'est comme un permis de conduire, le renouveler, c'est OK, mais c'est un privilège conduire. Tu sais, comme tu suis des cours, là, ben, tu veux garder le privilège, mais autochtone, t'es autochtone. Ben, c'est le registre des Indiens qui découle de toutes en fait, la loi sur les Indiens puis tout. Ouais. Donc, tu sais, puis ça rend, il y a encore des choses que le ministre doit nous autoriser, tu sais. Puis ça, je veux pas rentrer trop dans les détails, je suis pas avocate, comme je disais, mais je sais pertinemment que, par exemple, au niveau des testaments, tu sais, quand tu décèdes sur la communauté, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont en lien avec la loi sur les Indiens, puis on a besoin du ministre pour nous autoriser, tu sais, alors que, mettons, emprunter dans une banque. Tu sais, je veux dire, parce que le gouvernement te protège
parce qu'il y a une espèce de mentalité de la loi qui fait qu'on va vous protéger, là, les Indiens, là. Puis bon, ben pour ça, ben t'es pas saisissable, ça réserve. Fait que mais tu peux, ben là, moi, je peux même pas emprunter dans une banque à l'extérieur de la communauté parce que, tu sais, ça a l'air fou. Les là. assurances aussi, c'est compliqué. Oui, il y en a des communautés qui sont difficilement, ils ont accès à de l'assurance, tu sais. En tout cas, il y a plein de choses comme ça, des impacts comme ça qui sont un peu, c'est comme anachronique beaucoup, là, tu sais. Donc, je changerais peut-être des choses, mais tu sais, il faut réfléchir à ça aussi parce que pour certaines personnes ou certaines communautés, ben des fois, la loi sur les Indiens peut, même j'ai déjà entendu ça, là, que, ouais, mais si on l'enlève, c'est quasiment rendu ça qui nous protège aussi, tu sais, d'une certaine manière, à le minimum qu'on a, tu sais, de droit, tu sais. Fait qu'il y a cette école de pensée. Tu sais, j'ai entendu ces voix-là dire des choses comme ça. Tu sais, fait qu'il n'y a pas juste une voix ou une pensée là, par rapport à cette loi-là. Mais la discrimination envers les femmes, pour moi, c'est non. Ah ben oui, c'est certain. Là, question niaiseuse, c'est aucunement prévu, c'est juste que c'est pas donné l'idée. Pourquoi on commence pas par... Ben, quand j'ai commencé, je parle pas de tous les efforts, là, je fais juste dire que pourquoi on peut pas changer le nom de la loi, minimalement? Ben là, il faut que ça soit un projet de loi qui soit présenté par... personne ne le fait. Ça fait des années que, me semble, c'est non seulement plus accepté, ben ça fait des dizaines d'années là, que ce terme-là est plus utilisé. Là. Fait que on dirait que c'est quand même une question niaiseuse, mais je viens de réaliser, pourquoi ça porte encore ça prendrait certainement, écoute, dans le processus législatif, une proposition quelque part, là, j'imagine, mais écoute, pour le moment, j'entends pas parler d'un vent de changement de ce niveau-là. Mais je sais que ça devrait franchement être un terme qui devrait complètement être exclu, là, tu sais, les Indiens, tu sais. Puis quand tu parles légalement, là, tu sais, t'es juriste, en tout cas, to be, futur, mais oui. Futur juriste, mais tu sais, quand on parle vraiment strictement légalement, là, quand on veut utiliser les vrais termes, là, ben c'est ça les mots, là. C'est indien, inscrit, tu sais, bande, tu sais, c'est des mots... band, là, tu sais, Indian band, là, tu sais, mais en français, band, tu sais, bon, c'est ça fait tellement vieux jeu, là, puis vieux mots, là, tu sais, c'est mais c'est encore là. My God, OK. Bon, mais on va être rendu au segment que j'attendais avec impatience, honnêtement, parce que, je le dis de prime abord, je suis un... Bon, ça, je m'intéresse minimalement à ça. Et oui, j'ai fait des recherches et oui, j'étudie en droit. Donc, beaucoup de dispositions de jugements autochtones, je les ai lus. Mais je suis quand même inculte par rapport à ça. Donc, j'ai hâte d'en apprendre davantage par rapport à la question. Et j'aimerais qu'on commence juste... Comment tu décrirais le droit autochtone à quelqu'un qui n'est pas en droit, n'a pas étudié la question? Ça commence par où? Ça vient d'où? Ça mange quoi en hiver? T'sais? Ben écoute, ça découle d'abord de la Constitution canadienne dans laquelle on reconnaît des droits ancestraux issus de traités aux peuples autochtones, les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Bon, en premier lieu. Alors, de là découlent pas mal tous les droits là, qui viennent, qui sont associés à ça, mais il y a eu tellement de jugements de cours qui ont été rendus par divers tribunaux, que ce soit la Cour suprême ou d'autres cours d'instances inférieures, pour préciser la portée de ces droits-là. Et donc, il y a des jugements qui ont été vraiment charnières là, pour les droits. Et puis, c'est ça. Donc, on commence par ça. On commence par comprendre que dans la charte, dans la Constitution canadienne, il y a cette disposition-là de laquelle découle vraiment le droit autochtone, là, si on veut. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre au départ. Mais le droit autochtone a été pratiqué par les communautés, les différents peuples depuis, je pourrais pas dire des dates, là, bien évidemment, mais avant même que la Constitution existe. Concrètement, ça se vit comment, le droit, non pas le droit étatique, mais plutôt le droit coutumier autochtone, entre des membres de la communauté, disons, Wendat. Ben, c'est l'exercice des pratiques sur le territoire. Puis l'utilisation du territoire, l'occupation du territoire de manière ancestrale. Il y avait du commerce, il y avait des chemins de chasse, de pêche, des lieux sacrés. Tout est en lien aussi avec ça, le territoire. Puis il y a aussi toute la langue, les langues autochtones. C'est un droit de parler sa langue. Et donc, moi, je pense que
l'application de droit coutumier, comme tu dis, ça vient de toutes les pratiques d'occupation du territoire, qu'elles soient d'une saison à l'autre, à l'année. Et tout ce qui est, comme on dit, des activités traditionnelles, la cueillette, il y a plein d'activités comme ça. Les savoirs, aussi, ça va même en sciences, là. Je veux dire, il y a plusieurs, comme les changements climatiques aujourd'hui, on peut, il y a des savoirs, des aînés qui ont des savoirs, ou enfin, qui de manière d'une génération à l'autre se sont transmis, puis qui peuvent lire d'ailleurs un peu plus de manière plus clair, tout ce qui se passe comme changement sur le territoire, donc parce qu'ils ont ces expériences-là, parce qu'il y a ces récits ancestraux qui se sont transmis d'une génération à l'autre. Donc, il y a des impacts à travers plusieurs sciences ou plusieurs savoirs ou milieux ou domaines, que ce soit le droit autant que les sciences en général ou d'autres éducation ou n'importe quoi, la santé, par exemple, aussi, Il y a plein d'applications qu'on peut faire de tout ce... en fait, c'est plus les savoirs, que les droits, Oui. On dit maintenant au Canada qu'on a un système plurijuridique. Parce que, bien évidemment, il y a droit civil, common law au niveau étatique. Fait que, il y a une rencontre un peu des deux systèmes. Mais il y a également, puis on le reconnaît de plus en plus, mais le droit autochtone. Donc, plurijuridique, on en a comme trois. Comment ça se vit sur le terrain? T'sais, dans une communauté autochtone, je parle pas d'entrepreneurs comme toi, là, qui bien évidemment ont des contrats, Alexandre, et tout ça, mais comment ça se vit dans la communauté? La sorte, pas d'ambiguïté, mais de superposition, des fois, des systèmes. Puis, c'est comme je disais, on est toujours en train de se battre. Tu sais, ça, là, je vous dirais que le droit autochtone s'est bâti sur toutes sortes de batailles menées par des gens qui ont porté le flambeau. Hein. Parce que souvent, là, les avancées qu'on a fait en droit, là, en matière de droit des peuples autochtones en général, c'est les tribunaux qui les ont tranchés. Alors, vraiment, puis c'est une voie qui est à peu près inévitable bien souvent lorsqu'il y a des enjeux cruciaux qui sont vraiment à défendre. C'est les tribunaux qui tranchent souvent et qui créent ce droit-là qui s'accumule depuis quand même plusieurs années puis qui devient plus précis puis qui, au fil du temps. Alors, je dirais que on est toujours en train de se battre, même devant les tribunaux. J'aimerais ça avoir ta perception du mot droit. Est-ce que pour toi, dans l'état actuel des choses, le mot droit, c'est plutôt un outil d'émancipation pour les Autochtones ou est-ce que c'est plutôt un instrument de contrôle? Ça peut être vu des deux manières. Parce que c'est les droits de qui? Ça s'arrête où? Alors, je pense que la ligne est mince. Autant certaines lois qui font partie du droit en général, ils peuvent nous nuire ou en fait, pas simplement juste nuire, mais aussi venir, impacter, si on veut, encore une fois, notre mode de vie ou notre façon d'être. Mais aussi, ça peut être d'un autre côté, parce qu'on peut faire des gains avec le droit, ça peut être une forme pas d'émancipation, mais d'avancée. Ouais. Alors, c'est quand il y a, par exemple, des lois qui sont adoptées par le Parlement, que ce soit canadien ou l'Assemblée nationale, et qui viennent impacter de façon négative la portée du mode de vie de certaines communautés, nations même, eh bien, là, on peut dire que c'est vraiment restrictif, alors que d'un autre côté, ça peut être... C'est d'un côté... Il y a deux côtés à cette médaille. Oui. Et c'est quoi les enjeux les plus pressants pour les peuples autochtones au Canada, tu dirais actuellement, autant au niveau juridique que autres catégories? Il y en a beaucoup. Puis, moi, je veux pas... selon moi, là, c'est vraiment une opinion personnelle. Là, je veux pas dire que je représente pas l'ensemble des... Ça dépend d'où tu viens aussi, mais il y a certainement beaucoup d'enjeux sur le plan du logement, par exemple. Bon, ça fait des années qu'il y a une crise du logement là, dans les communautés. Là. C'est pas d'hier. Là. Ça fait depuis l'an 2000, je pense que l'état d'urgence est pratiquement lancé. Puis que là, aujourd'hui, on entend parler beaucoup de crise du logement dans les villes et des choses comme ça. Puis, mais alors que pour nous,
business as usual, là, comme on dit. Là. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux là-dessus. Également aussi, les langues, tu sais, c'est important la protection des langues autochtones. Tu sais, il y a beaucoup d'érosion, hein, on le sent, là, que les gens m'en parlent aussi, dire, quand les gens quittent leur communauté pour aller étudier, pour aller chercher des cordes à leur arc, comme on dit, mais en même temps, tu sais, pratiquer sa langue, ça se fait souvent dans la famille, la communauté, alors que à l'extérieur, c'est moins pratiqué. Donc, il y a une érosion des langues autochtones. Il y a beaucoup d'efforts qui se font pour les préserver, les langues, puis même les enseigner. Même les langues qui étaient un peu plus affaiblies, comme le Wendat, reviennent tranquillement aussi à la charge. Il y a des gens qui se battent pour ça, encore une fois, pour maintenir en vie nos langues et les revitaliser pour les langues qui ont été plutôt affaiblies avec l'histoire. Donc, ça, il y a, évidemment, on en parlera toujours, là, c'est les droits territoriaux, les droits ancestraux, la défense de tout ça. Et puis, donc, ça demeure l'éducation, le développement économique. Tu sais, je pense que le développement économique, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a de plus en plus de communautés qui entreprennent des projets majeurs, qui font des partenariats aussi avec des grandes, des partenaires, peu importe quels qu'ils soient. Puis, il y a je pense qu'il y a une évolution à ce niveau-là aussi par rapport à la professionnalisation aussi des gens. Les gens vont de plus en plus chercher leurs propres experts, au lieu de faire appel à des experts de l'extérieur. Il y en a maintenant dans nos communautés qui sont capables de défendre leur propre communauté, leur propre nation. Ça, on le voit de plus en plus. Fait que moi, je pense que le développement économique, c'est important. Les gens veulent aussi participer à la prospérité. Ils veulent pas, les communautés veulent prospérer comme tout le monde, là, je veux dire, je pense puis bien vivre, puis que les enfants soient en santé, puis que, Mais c'est très difficile parce qu'avec l'histoire, de plusieurs nations qui ont eu des enjeux par rapport à toute l'assimilation, à tout le racisme, la discrimination qui pèse encore très lourd sur plusieurs générations, ça demeure encore aussi, le côté social demeure une priorité pour, j'imagine, plusieurs communautés, puis toujours essayer de faire mieux, prévenir des situations, donc c'est ça. Donc, on parle souvent là, de ça, logement, le social, la santé, le développement économique, la sécurité publique aussi, et les droits en général, territoriaux, la défense de tout ça. Là, je pense que ça demeure. Puis j'ai été assez longtemps à l'Assemblée des Premières Nations, à plusieurs réunions de chefs pendant plusieurs années, et ça revient tout le temps. Ça revient toujours à des questionnements comme ça ou des enjeux de ce type. Oui. Si tu pouvais parler à l'ensemble des Canadiens, non, c'est quoi? L'ensemble de la population mondiale qui n'est pas autochtone, OK? Pendant 30 secondes, puis leur faire comprendre quelque chose qui n'est pas assez compris ou qui n'est juste pas compris. OK. Sur les Autochtones, tu voudrais faire passer quel message? Nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas un peuple homogène. C'est-à-dire que on assume souvent que tous les Autochtones doivent penser de la même manière, etc. Alors que c'est autant qu'il y a de la diversité dans nos nations, autant il y en a dans d'autres peuples, là, ou des opinions, on n'est pas homogène, là. Je veux dire, on n'est pas tous pareils, on n'a pas toute la même langue, on n'a pas, basic, là. On parle de base, là. Il y a souvent, là, que si je parle à l'ensemble du monde entier, là, il faut dire, hey, on n'est pas tous pareils, on pense pas tous pareils, on parle pas toute la même langue, on n'a pas du tout toutes les mêmes histoires, ni la même culture. Okay. Ni les mêmes pratiques. Ouais. On est tous distincts. Effectivement. C'est sûr qu'on a des enjeux collectifs pour lesquels on se bat collectivement. Oui. Mais à la base, là, les Wendat, là, c'est pas des Naskapi, là. Je veux dire, c'est complètement différent. Ouais. Fait qu'il faut... C'est ça que je dirais. C'est ça. Super, super intéressant. Tu parles de réconciliation tout à l'heure. OK? Puis qu'il y avait comme une relation avec le processus et le terme aussi, qui diffère d'une personne à l'autre. Oui. Parce que, effectivement, juste le terme réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a eu une agression quelconque, puis là, on veut faire une action comme, on va dire, pour compenser. Toi, c'est quoi la relation d'entretien avec le processus puis le terme? Moi, là, j'aime pas les mots. Le window dressing, là, je suis pas là, moi. Moi, je suis plutôt une fille assez claire, assez directe. Et des fois, j'ai peur qu'on utilise des mots comme ça à la mode pour camoufler ou faire semblant de. C'est juste pour bien paraître, tu sais. Moi, là, c'est dans l'action que je le vois.
Mm. Tu sais, il y en a qui disent ça, la réconciliation. Alors, c'est ça. Moi, c'est dans les gestes que je vois vraiment s'il y a une volonté de justice, de respect. Ouais. Tu sais, le mot réconciliation, qu'on en pense qu'on voudra, ça me laisse ni chaud ni froid. Là, dans le fond, moi, ce que je veux voir, c'est des actions. Je te pose des questions que j'ai jamais eu l'occasion de poser. Puis aussi les gars de poser, je te dirais. Là. Bien évidemment, il y a beaucoup, je parle pas juste des discours officiels, mais même dans les universités, à une petite conférence, quoi que ce soit, une reconnaissance du territoire autochtone sur lequel soit l'événement a lieu, soit même des courriels. J'ai des courriels des fois de gens qui disaient ce courriel est envoyé de tel territoire. Comment tu vois ça? C'est une action concrète, ça? Est-ce que ça fait réellement un changement? Est-ce que tu dis, c'est du window dressing, comme tu dis? Ben, je pense que c'est une action. Moi, je pense que c'est une reconnaissance. Tu sais, c'est écrit, c'est dit. Tu sais, on l'entend, mais en autant que c'est senti. Tu sais, des fois, je le vois ou je l'entends, puis tu sais, c'est comme une obligation. OK, on va le dire pour pas se faire... Fait que, tu sais, oui, mais si c'est vraiment senti, tu sais. Ouais. Sinon, pourquoi faire semblant encore? Là, on le sent, ça, l'authenticité d'une déclaration comme ça. T'sais. Puis les peuples locaux là, sur lesquels on se retrouve sur leur territoire là, sont fiers de ça. De voir, de dire, hey, moi, souvent, mettons, je sais pas, moi, les Canadiens de Montréal, ils font une reconnaissance. Ou, je sais pas, d'autres équipes qui ont fait ça. Là, j'ai vu ça passer là, dans des événements publics, puis des choses comme ça. Puis, tu sais, ça peut être fait avec beaucoup de respect, là. Puis des fois, ça peut être autre chose. Oui, reconnaître, mais faire d'autres choses aussi que juste dire. Pour, mettre, par exemple, de la représentation de la nation locale ou des nations locales dans l'événement ou le lieu, de pouvoir avoir une forme de reconnaissance de cette manière-là. On voit dans certains... Moi, j'ai voyagé beaucoup au pays, là, dans plusieurs villes à cause de l'Assemblée des Premières Nations qui fait ses réunions un peu partout au pays. Là, puis j'ai assisté à peu près à toutes là, dans les... Je sais pas, peut-être pas dans les dernières années, mais quand j'étais à l'époque à l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, puis j'ai vu beaucoup de villes où est-ce qu'il y a une forte population autochtone parfois avoir de la représentation de la nation ou des nations, parfois non, tu sais. Et puis ça, ben ça fait partie des gestes, je pense, des actions qui peuvent être posées. Okay. Ouais. Oui, les reconnaissances, c'est bien, mais c'est pas... Pour moi, ça dépend si c'est senti authentique. Tu sais. Ouais. Juste dire pour dire. Mais c'est quand même fait. Tu sais, tant que c'est fait, là, 15-20 ans, on n'entendait pas ça. Tu sais, faut quand même avouer qu'il y a de l'avancée qui a été faite là. Tu sais. Je te partage des dires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, que c'est pas bien évidemment nous qui ont écrit, là, bien évidemment, mais comme on aime ça, dire les vraies affaires à 100 mètres, puis vraiment ne pas avoir de censure, pas de formalisme, ni rien de ça, je veux que tu réagisses, puis que tu me dises comment tu te sens par rapport à de tels propos. Encore une fois, je le précise, mais on ne partage pas cette opinion-là, mais je veux vraiment juste ta réaction. Les gens qui disent, ben écoute, l'histoire du monde, c'est une histoire de colonisation. Okay, juste au Canada, oui, première, il y a les Autochtones. Après ça, les Français, là, les Anglais, etc. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une réconciliation quelconque ou une compensation, une reconnaissance même aujourd'hui, quand l'histoire du monde, c'est une histoire de violation de droits humains, de territoire et puis de conquête? Bien, quand tu veux tuer l'identité d'un peuple à travers des stratégies comme des pensionnats, des rafles des années 60, des lois sur les Indiens et des mises sur réserve, on rejasera après. J'adore la réponse. J'aime vraiment ça. Parce que non, mais t'as raison, puis je partage l'opinion parce que, effectivement, il y a une différence entre je sais pas si le terme est le bon, là, mais un génocide ou des actions planifiées, et puis une conquête militaire stratégique annexée à un territoire. Fait que j'aime extrêmement la réponse. C'est sûr qu'on va le clipper. C'est certain. Mais ça, c'est venu tout de suite, moi, c'était ça. T'es en train de poser la question que ma réponse était déjà prête. Mais tu dois entendre des choses en personne, des fois. J'en entends de toutes les couleurs. C'est ça. Puis moi, je suis une personne quand même assez diplomate. Il y en a qui sont moins diplomates que moi, puis qui tu sais, je veux dire, j'ai appris à l'être, en fait. Ouais. Parce que... Puis là, je me dis, ben c'est simplement de la... Des fois, c'est de la mauvaise foi.
Oui. Mais des fois, c'est juste d'un manque d'éducation, tu sais. Oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de manque d'éducation. Tu sais, j'en vois sur les réseaux sociaux quand on sort des articles sur les Premières Nations, puis il y a toujours quelqu'un qui va, même si c'est positif, là. Tu sais, je veux dire, combien. Mais c'est comme ça, tu sais. Je veux dire, c'est comme la neige en hiver. Il va toujours en avoir. Puis, tu sais, il y a des gens comme ça que tu pourras jamais rien faire. Moi, je préfère travailler avec les enfants puis les jeunes, au festival, par exemple, parce que on a une chance de faire de quoi. Tu n'essaies pas de convaincre quelqu'un de qui a 75 ans, qui a toujours été, qui a toujours pris les Indiens en grippe. Pas, tu le fais vivre. Tu sais, je veux dire, j'essaye pas de convaincre cette personne-là. Là. Je n'irai pas là, mais je vais aller voir plutôt les enfants, les jeunes, tu sais, pour qu'ils grandissent avec, tu sais. Tu peux être toi-même puis donner l'opinion réelle. Qui est fait ta propre opinion. Puis comme tu vois, Christy, c'est ça. On n'est pas si différents que ça au bout de la ligne, puis on veut les mêmes choses. Ben, tout le monde veut bien vivre, avoir de la justice, être respecté, avoir de la dignité. Ouais. Fait que c'est ça. Mais. Puis est-ce qu'il y a un exemple que tu aurais, on passe au positif, là, soit un état ou encore une situation récente ou moins, là, ça ne me dérange pas, mais où tu dis, wow, c'est un exemple qu'on devrait discuter, qu'on devrait quasiment reproduire ici. Je connais beaucoup plus là, ici au Québec puis au Canada, en fait, pour le moment, en tout cas, parce que j'ai peu contacté ou en tout cas été en lien avec des peuples autochtones de d'autres parties du monde depuis quand même un bout de temps. Mais il y a une chose que je peux dire, puis ça, je suis contente de ça, puis je pense que ça fait une différence. Là, c'est vraiment de voir des groupes scolaires qui s'intéressent, des professeurs, des enseignants, qui mettent du temps pour que leurs enfants dans leur classe aient une bonne connaissance des peuples autochtones, puis ça d'une manière respectueuse. Ouais. Pour moi, ça fait une grosse différence. Ça, là, c'est un geste. Quand je vois les groupes venir à Coué, puis je vois les enfants on leur pose des questions, ils lèvent toute la main, ils veulent toutes répondre. Hein, c'est quoi les 11 nations? Ah là, tu sais, ils sont vraiment, genre, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça, là, ça fait du bien de voir ça, tu sais. Ouais, ça fait du bien. Je vous le dis, là, c'est quelque chose. Pour moi, en tout cas, c'est important. Cool. Fait que là, je me dis, on a peut-être réussi à avancer un peu, tu sais. Ouais. Puis en tant que futur juriste, que Québécois, tu sais, donc là, tu parles à moi directement. Oui. Autre que de m'informer, puis d'être ouvert d'esprit, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ben, écoute, tu sais, tu peux très bien offrir ton bénévolat à des organisations autochtones, par exemple, qui auraient besoin d'aide ou, tu sais, de support dans peut-être pas nécessairement comme avocat, mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu peux leur apporter, jusqu'où tu peux aller. Moi, je ferais ça. Puis là, tu vas apprendre parce que tu vas être dans le milieu. Super. Ah oui, ça, moi, ce serait la bonne manière de faire de quoi, là, c'est de dire, ben moi, là, je peux-tu donner au suivant, puis c'est quoi ma limite, puis qu'est-ce que je peux donner, puis tu l'offres. Ouais. Il y a quelqu'un qui va te dire oui, là. Tu sais? Puis je pense que toi-même, de ton côté, c'est pas juste le fait que tu vas avoir posé un geste, c'est que tu vas être aussi, tu vas être nourri de quelque chose de nouveau qui va t'aider ou qui va peut-être te faire grandir aussi dans ta carrière, tu sais. C'est sûr, ça va dans les deux sens, c'est une relation. Hein, tu sais. Tout à fait. Ben écoute, Mélanie, c'est vraiment un plaisir de te parler aujourd'hui. Aurais-tu un message pour la fin à partager sur toi, comment suivre tes travaux, voir encourager les communautés, les peuples autochtones plutôt? Là? Ben écoute, venez à Coué. Coué à la rencontre des peuples autochtones. 12, je vous encourage. 14 juin 2026. Puis allez voir notre site web Couéfest, kwefest.com. On a plein de matériel là. On a les dates du festival, etc. On a des projets qu'on fait, tout ça. Fait que je vous invite à aller voir ça. Je pense que c'est un petit geste à faire, mais juste aller un clic. Vous êtes juste à un clic. Parfait. Un gros merci, Mélanie. On va avoir l'occasion de se voir cette année aussi. On travaille un petit peu ensemble et tout ça. C'est vraiment une super belle discussion. Je suis content qu'on ait pu aborder la question aussi sans tabou, sans filtre, sans formalisme. Donc, un gros merci pour l'ouverture. Et sur ce, chers auditeurs et auditrices, on vous rappelle d'aller créer votre compte Legal Census au legalcensus.com, d'aller vous abonner à nos réseaux sociaux et aussi à ceux de l'Observatoire. Et sur ce, on se revoit dans le prochain épisode. Merci beaucoup.